Suite au colloque sur la psychomotricité en 2018, l'ISRP Marseille a souhaité créer un rendez-vous annuel du printemps de la psychomotricité. Et en 2019, ce sont pas loin de 700 personnes, psychomotriciens pour la plupart et aussi professionnels médicaux, qui se sont rassemblés pour écouter une vingtaine d'intervenants qui nous ont parlé de la prise en charge pour les enfants avec un trouble du spectre autistique, leur repérage précoce et aussi le forfait précoce qui est en train d'être créé à un niveau plus national. Nicolas Rénal, pour la Fédération française des psychomotriciens, a exposé comment la profession se préparait à accompagner ces différentes mesures gouvernementales. En dehors de cela, effectivement, la profession s'est considérablement développée. Aujourd'hui, nous sommes appuyés sur un trépied solide, le bilan psychomoteur, l'étude des fonctions psychomotrices et de leur synergie dans une perspective développementale, et la gamme des interventions du psychomotricien dans le champ de la prévention, dans le champ de l'éducation et de la thérapeutique. Ce colloque a été l'occasion pour Amaria Bagdadli de présenter l'étude des facteurs de risque précoces et notamment les facteurs environnementaux dans le cadre des troubles du spectre autistique. La cohorte ELENA du Languedoc-Roussillon est une grande cohorte d'études de ces différents facteurs environnementaux. Amaria Bagdadli est aussi venue avec Emmanuel Madieu, psychomotricien du CRA Languedoc-Roussillon, qui a présenté comment la synchronisation motrice est étudiée pour connaître les signes très précoces de l'autisme. Les psychomotriciens, depuis très longtemps, sont intéressés à l'accordage tonique et tous les signes moteurs de la communication non verbale. Donc l'idée, c'est que quand on recherche dans le TSA, mais également dans les troubles du neurodéveloppement, et qu'on se demande comment on peut contribuer à travers la motricité, une des choses, c'est de voir comment le corps peut rentrer en synchronie en fait avec les autres, puisqu'il n'y a pas que les messages verbaux qui sont là, il y a également, et ça je pense que ça parle aux psychomotriciens, il y a le corps en relation, je pense que c'est un concept que tout le monde a quelque part, et c'est également la thématique que j'ai moi en recherche, c'est-à-dire que dans la communication humaine, sur cet aspect plutôt non verbaux, les questions qui m'intéressent, c'est comment les gens se synchronisent avec leur corps, et ça c'est quelque chose d'assez passionnant, et je pense que c'est des pistes. Quel paradigme expérimental on pourrait mettre en place pour mesurer la synchronisation très précoce des enfants de 5 mois, notamment avec les mamans. Donc on est en train de réfléchir à des paradigmes, donc là c'est un peu plus ma partie dans le volet recherche, en se disant peut-être que par exemple des moments de change, vous savez l'enfant il a fait sur lui, il faut le changer, peut-être qu'à ce moment-là on pourrait mesurer la synchronisation des moments où on donne le biberon, vous voyez ce que je veux dire ? Tous s'inscrivent dans un diagnostic de plus en plus précoce et des besoins d'orienter et de dépister très précocement. Olivier Bernard, directeur de la PMI, présente la consultation de PMI des Bouches-du-Rhône et quels sont les outils qui ont permis d'orienter précocement. Voilà, donc ce que je voulais dire, vous voyez, c'était assez simple, mais c'est que le repérage à 2 ans, ça marche, c'est facile, il faut le généraliser, c'est un vrai enjeu clinique au-delà des dispositifs institutionnels, donc on a tout un travail d'accompagnement de nos collègues libéraux sur ces questions. Vous envoyez des petits, vous avez évidemment une responsabilité sur le repérage, mais c'est surtout les professionnels de crèche également qui peuvent nous aider. Élodie Vidal, qui a travaillé avec le laboratoire de Marianne Jauvert et Céline Scona à Aix-Marseille Université, nous présente son travail lors de son mémoire de recherche sur la motricité, intention de communication et comment des adultes comprennent les signes de communication chez les enfants très jeunes avant 6 mois. L'axe de Marianne Jauvert et Céline Scola au sein du Baby Lab est de documenter la question du développement précoce de la motricité à des fins de communication. Ce qui nous amène donc à l'objectif du projet de recherche à l'ISRP, qui est d'explorer la contribution de l'activité motrice dans l'identification des émotions du nourrisson par l'adulte. La recherche et le développement d'outils thérapeutiques, c'est le souhait de cliniciens, qu'ils soient médecins ou psychomotriciens. Clarisse Châtel, pédopsychiatre, membre du CRA PACA à Marseille, présente son outil qui est le coaching parental Denver, mis en place à Marseille pour des parents. Donc le programme Pégase, c'est un programme de coaching parental basé sur le SDM. Donc c'est une approche développementale qui va allier l'interaction émotionnelle, les apprentissages dans tous les axes de développement, bien sûr la formation intense des parents sur le mode du coaching parental et le travail en étroite collaboration avec les familles. Cindy Lemaine-Trippi présente quant à elle son échelle sensorimotrice, EPSA, pour l'évaluation des troubles sensoriels des enfants du trouble du spectre autistique, et aussi la thérapie d'échange et développement mis en place au CRA de Tours.
L'objectif de cette approche, c'est vraiment de réhabiliter des fonctions qu'on va citer. Il y a 11 fonctions neurodéveloppementales, notamment l'intention, l'imitation, l'émotion, des fonctions clés qui sont précurseurs du développement de la communication sociale. Là aussi, ce sont des séquences de jeu structurées, vraiment dans des contextes assez épurés, pour favoriser toujours cette histoire-là de synchronisation, mais c'est tout à fait essentiel de venir chercher cette synchronisation socio-émotionnelle et sensorimotrice. Même un enfant avec autisme, il est curieux, il est naturellement curieux, mais il faut le placer dans le bon contexte pour que cette curiosité s'oriente vers les bons stimuli sociaux. Si l'environnement il est cacophonique, s'il y a plein de stimuli, certes, c'est sûr, cet enfant il n'aura pas cette curiosité qui se portera vers les informations sociales. Au départ, il y a certainement un trouble de la modulation sensorielle, il y a quelque chose, les capteurs ne vont pas capter les bonnes informations qui sont multimodales. Il va falloir travailler justement sur ces bases, sur ces fonctions qui sont primordiales pour établir une bonne synchronisation sensori-gnosimotrice. Et ce qu'on observe de l'autisme, c'est la conséquence de ces fonctions qui sont perturbées. Donc il va falloir venir vraiment travailler sur ces fonctions pour que justement les comportements autistiques s'effacent au fur et à mesure. Dès qu'on repère une ébauche d'interaction, un regard, un geste dirigé, on le saisit et on cherche à induire comme ça, à guider une alternance, une réciprocité de regards, de gestes, de vocalises. On appelle ça aussi la résonance sociale et encore une fois la synchronisation. La recherche et l'enseignement des étudiants pour une formation actualisée et de qualité, c'est le souhait de l'équipe pédagogique de l'ISRP Marseille, encadrée par son conseiller scientifique, le professeur Laurent Bensoussan, de sa neuropsychologue Chloé Frédier et du psychomotricien Jean-François Conan. On s'attache à proposer un parcours de recherche pour les étudiants. Donc souvent quand on pense recherche, on a souvent l'image du savant fou. Mais la recherche en psychomotricité, c'est pas exactement ça. Donc nous avons pensé et nous penserons fortement que le développement de la recherche passe aussi par la formation des futurs diplômés. Et il est important de donner envie aux futurs professionnels, aux futurs psychomotriciens, d'aller étudier aussi de manière plus scientifique certains phénomènes. Ça nous permet aussi de construire un thème pour le printemps de la psychomotricité en 2020, qui sera sur le mouvement comme vecteur de soins en psychomotricité. Alors rendez-vous au printemps de la psychomotricité en mars 2020.